Et yo les gars, c'est Moon. Je reviens avec une vidéo, ça fait longtemps, je sais. La vidéo est une interview avec Romain Molina. Romain Molina, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un journaliste sportif qui s'est un peu spécialisé dans tout ce qui est enquête, tout ce qui est le fait de déterrer des affaires qui posent problème dans le foot, comme par exemple de la pédocriminalité dans le football africain et encore d'autres dossiers. C'est dans le cadre du lancement de son livre que j'ai pu avoir une interview. Je vous conseille aussi d'acheter le livre de Romain, L'Industrie du foot 3, qui m'a permis de faire cette interview. Il est archi bien documenté, il est super intéressant, il est très facile à lire. Il est disponible dans la description, vous avez tous les liens pour vous le procurer, n'hésitez pas, il est top. J'espère qu'il me pardonnera, j'ai mis beaucoup de temps à sortir l'interview parce que j'ai eu plein de projets personnels à finir, à concrétiser, et ça m'a pris énormément de temps. Je pense que ça se voit sur ma tête que je suis bien fatigué. Donc les gars, je vous laisse profiter. Cette vidéo est assez longue, donc n'hésitez pas à la regarder en faisant quelque chose à côté. Elle a presque un format podcast. Donc en soi, si vous jouez à FIFA en même temps ou autre chose, ou à Football Manager, regardez cette vidéo au calme et j'espère qu'elle va vous plaire. Et à la prochaine, j'espère. King quand on est dans le Fergie Time, à kick dans le pronostic vital. Je me suis hissé jusqu'au final. Penalty Panenka, Zinedine Zidane. De gens de la FFF ou d'autres fédérations? Oui, parce qu'il y a un passage dans le livre où en gros tu parles comme quoi à l'aéroport ils ont commencé à... Ils étaient un peu alcoolisés, ça a commencé à partir en steak. Un peu, c'est gentil quoi. Est-ce que ouais, ça a été récidivé ou c'est... Non, pas à ce niveau-là, parce que vraiment la Coupe du Monde en Russie, ça a été open bar. C'est le cas de le dire. Hein. Faut bien comprendre que la consommation d'alcool inappropriée et démesurée des dirigeants du football français à l'époque, elle est monnaie courante, et tant et si bien qu'elle génère plusieurs incidents durant la Coupe du Monde, notamment dans un avion après le match face à l'Argentine, si je dis pas de bêtises de mémoire, et qu'il y a également le fameux incident Varin, le directeur financier, avec une employée de la fédération dans un nightclub de Moscou, tentative de baiser forcé, ce qui sera reconnu d'ailleurs par l'inspection du travail. Cela engendra ensuite d'ailleurs des condamnations à la Fédération France de foot pour ne pas avoir tenu ses obligations, notamment en cas de harcèlement. Donc ça a été très loin, parce qu'on a quand même à un moment donné un autre passage où tu as quand même l'ancienne directrice générale Florence Ardouin qui va tomber dans le cours d'eau. En fait, l'hôtel où ils étaient, il y avait une espèce de cours d'eau, elle est carrément tombée dedans. Ouais, c'est ce que tu disais aussi dans le livre. Non mais voilà, c'est aller à un niveau, si tu veux, où on est choquant, parce qu'il ne faut pas oublier aussi une chose, c'est que cette consommation démesurée d'alcool, qui la paye? Les gens qui la payent, ce sont au final les licenciés. Quand tu prends ta petite licence, il y a une petite partie qui sert à payer les bouteilles d'alcool des uns et des autres. Je veux dire, c'est quand même, quand je dis que c'était open bar, et donc derrière ça fait générer un tel scandale en interne qu'il y a une nouvelle note qui oblige en fait, qui interdit l'alcool désormais dans pas mal de réunions, etc. Ce qui aura la fameuse réaction de l'ancien directeur juridique de la Fédé, Jean Lapère, qui dit « Oh, à cause de toi, on peut plus faire la chouille !» Ah, je l'ai vu ça aussi dans le livre. Il parle comme ça, et qu'il a dit « On peut plus faire la chouille là !» Donc, si tu veux, c'est en fait ce que je voulais montrer aussi, c'est que nous, on a ce regard, c'est l'équipe de France, c'est le football. Mais les dirigeants, c'est pas du tout leur préoccupation, c'était plus je vais m'en mettre plein le gosier. Et souvent, on avait tendance à réduire ça à Le Graët, voire un peu à Florence Ardouin, alors qu'il y avait une culture de l'alcool démesurée. Et je le répète, la FFF elle a bon dos parce que c'est toujours les licenciés qui payent un petit peu. J'espère que les licenciés seront contents de savoir qu'une partie de leur licence a servi à payer quelques bouteilles d'alcool à ces tristes dirigeants. J'en fais partie. Du coup, dans l'histoire récente, ça s'est calmé du coup, vu qu'il y a eu... Ouais, c'est calme. En fait, ça a été faut imaginer que derrière, ça a fait déjà, il y a eu des incidents, notamment dans l'avion. Il y a eu aussi plainte qui aboutira in fine à la condamnation de la FFF quand même, par les prud'hommes, notamment liée à cette affaire-là, l'affaire Varin. Donc je veux dire, c'est allé quand même, c'est allé très très loin. Et en interne, ça avait généré un véritable scandale. Donc ça a quand même changé à ce niveau-là. Mais en même temps, je veux dire, heureusement que ça change, parce que ça pouvait pas être pire. Ouais, ça, je veux dire, il faut imaginer le niveau des dirigeants de la FFF qui commencent à danser un peu langoureusement avec des hôtesses de l'air. Elles n'avaient rien demandé. En fait, c'est un comportement qui n'est pas digne des gens qui sont censés représenter la France à l'international au niveau football. Mais voilà, mais déjà quand tu poses la question, tu vois le problème. T'imagines les gars, il faut imaginer qu'ils sont à 5 chiffres par mois. Et tellement c'est grave
ils doivent suivre une formation pour pas harceler leurs collègues. Non, mais quand je lisais ton livre, j'étais choqué. Vraiment, premier degré. Et le pire, c'est qui dire. En fait, le plus drôle, parce que tu peux aller toujours plus dans l'ignominie et le n'importe quoi. Parce que là, on dirait qu'on est à Groland. Ah oui, ça littéralement, c'est Groland. Ou c'est Uburois, quoi. Et moi, ce qui me tue, c'est que ça fait pas plus de bruit que ça. Parce que ça, c'est vraiment un scandale. Et donc, imagine bien. En fait, ça vient suite au fameux rapport Molière. Donc, c'est un cabinet dirigé par Frédéric Molière. Et tout le monde avait peur de ce rapport. Bon, le rapport qui restera confidentiel au final. Seul le président et la directrice générale auront l'intégralité et quelques extraits seront menés au comité exécutif, ce qui générera beaucoup de problèmes. Finalement, il sera révélé, moi j'en ai obtenu une copie des années plus tard, des mois plus tard. Et alors, ça doit être un heureux hasard, on imagine que ce rapport qui devait faire exploser cette guerre des clans, mettre tout à nu, non seulement il est tenu confidentiel, mais fruit du hasard, quel cabinet va nous faire ces petites formations contre le harcèlement ? Le même cabinet qui a fait l'audit de ce fameux audit qui devait tout révéler et qui au final sera enterré. Mais c'est quand même fou le hasard. Aucun intérêt donc, du coup. Comme tu dis, non mais si, se faire de l'argent pour certaines personnes, mais comme tu dis, c'est quand même grotesque d'en arriver là, de te dire qu'on doit carrément suivre à la Fédé pour les dirigeants une formation pour pas harceler ton collègue et surtout ta collègue. Non mais c'est. Et que donc, non mais en fait c'est tellement grotesque. Je sais même pas quoi dire. Mais le problème, c'est que tu n'as aucun contrôle étatique, aucun contrôle de personne, et on voit très clairement que c'est un bateau ivre, c'est le cas de le dire, sans pilote, sans rien depuis des années, qui tanguait. Enfin voilà, c'en est même honteux quand tu sais que c'est le sport le plus populaire et le plus pratiqué dans le pays. T'en es arrivé là à te dire que les dirigeants de ce sport-là en sont arrivés qu'on est obligé de leur donner des formations pour éviter d'harceler les gens. C'est quand même dramatique. Surtout que c'est une des plus grosses fédérations. Mais... La plus grosse. Ah oui. À la base, quand tu parles aux gens qui l'ont connu à l'époque, c'est pas lui faire injure de dire que c'est pas l'homme le plus éduqué et cultivé du monde. Je fais un exemple tout bête. Tu vois la fameuse représentation de Che Guevara, tout le monde connaît. Ouais. Des fois, c'était affiché par les supporters de l'OM. Souvent. Souvent, ils disent mais c'est quoi ça? C'est qui? Mais il le connaissait pas. Oh. Non, mais ce que je te dis est vrai. Donc, c'est pas lui faire injure de dire que c'est quelqu'un à la base qui n'a peut-être pas eu l'éducation la plus grande en termes culturels et tout. Après, ça s'apprend, il n'y a pas de problème. Le souci, c'est que c'est quelqu'un, on le voit par son niveau de français qui est dramatique. Je dis il est dramatique parce que quand tu as autant de professeurs, que ça fait plus de 10 ans et que ton boulot c'est de bien représenter ton pays, de ne pas être fichu de bien parler la langue, alors que tu n'as que ça à faire tes journées presque, c'est dramatique. Non, je suis même son niveau d'anglais il est pas bon. Désolé, pour parler qu'en anglais toute la journée, moi j'ai des messages de lui comme il écrit anglais, mais c'est truffé de fautes. Son anglais il est pas fou. Son anglais il est pas exceptionnel, je veux dire non plus. Alors après on va me dire, mais son français, alors qu'il est censé représenter le pays dans ce pays-là, je veux dire l'ambassadeur du Qatar en France, il parle pas français comme ça. L'émir il parle pas français comme ça. Pour toi le côté... Mais il a eu des cours. Mais il n'y a rien qui rentre. Le côté candide, il venait du coup de... Non mais voilà, en fait si tu veux, je te montre que c'est quelqu'un qui vient d'un milieu modeste. Et c'est pas lui faire injure de dire que c'est pas... Chacun après a ses capacités, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Par contre, il a développé une intelligence que très peu ont dans le monde, c'est qu'il a une intelligence politique exceptionnelle. C'est-à-dire que c'est un gars car oui, c'est pas l'homme le plus cultivé du monde, c'est pas... il n'est pas capable de beaucoup de choses à ce niveau-là, il va pas retenir les langues, il y a des... Ok. Par contre, il est exceptionnel pour comprendre les besoins des gens, pour comprendre comment fonctionnent les gens, leurs points faibles, etc. Et pourquoi il se transforme? Il se transforme déjà par son grand frère Khaled, qui est sa plus grande influence, qui lui, par contre, je ne vais pas faire de commentaires parce que ce sera interdit au moins de 18 ans. Je ne sais pas ce qu'il fait en liberté. Très simple. C'est un mystère de la vie, je pense. C'est la plus grande influence. On espérera une vidéo YouTube dessus. Non, mais ce sera interdit au moins de 18 ans. Ce monsieur-là, je sais pas, je te dis, je sais pas comment il n'est pas en prison. Mais vraiment, il y a des choses qui ont été faites, c'est inadmissible pour rester gentil. Et pas qu'avec des êtres humains d'ailleurs. Donc à partir de là, tu es dans une famille particulière où le grand frère a énormément de place. Et en fait, du mec naïf, candide, je peux te dire, à l'époque, il voyait une femme, il rougissait. Il vient de ce milieu-là, donc quelque part, à l'époque, il est apprécié par beaucoup de gens. Il est apprécié par beaucoup de gens et il a des amitiés à l'époque, il a des vrais amis. Et puis le pouvoir et voilà, le système fait qu'il est devenu
Voilà, quand la soumission des présidents, c'est un très bon exemple. C'est-à-dire que tout le monde s'est mis à ses pieds en France. Comme il le dit souvent en privé, la France elle est tellement corrompue que demain si je veux je l'achète. Ouais. Et il a raison. Donc je vais même te dire, c'est même pas lui pour moi le premier responsable, hein, loin de là. C'est les autres qui se sont complètement soumis, et même pas à son porte-monnaie à lui, parce que c'est pas lui qui paye. C'est l'émir, le Qatar. Lui, au final, on lui a donné un pouvoir exceptionnel par la soumission notamment des présidents. Et je pense que le livre montre très clairement les connivences, les conflits d'intérêts, les business des uns et des autres. C'en est presque aussi tragicomique quand même quand tu réfléchis. Mais il y a une énorme différence entre la personne du début, très timide, très réservée, voilà, quelque part attachant, qui a suscité beaucoup d'empathie chez beaucoup de gens, à la personne qu'il est aujourd'hui, qui, on va dire, ne suscite pas réellement d'empathie chez les gens qui l'ont connu. C'est surtout que c'est pas lui qui décide. Il n'a jamais été ministre des Finances. Bein, ça fait des années qu'il dépense de moins en moins. Au Qatar, ça va très très mal. Ils ont viré énormément de gens. C'est une entreprise qui a toujours été déficitaire, qui est très très mal gérée financièrement. Des fois, elle perdait quasiment un demi-milliard par an. Faut imaginer quand même, tout cumulé. Par contre, ça n'empêche pas le business, hein, notamment avec Pitch, mais ça on pourra y revenir. Par contre, je rappelle, c'est pas son argent en fait. Mais le Qatar le Qatar n'a pas vocation à être le sauveur du football français. Au nom de quoi le football français doit se mettre en position de mendiant vis-à-vis de quelqu'un. Enfin, je ne comprends toujours pas la logique. Ça ne fait aucun sens et le Qatar n'a pas vocation à ça. 2, ça fait des années qu'il ne le fait plus et c'est peut-être normal aussi parce que c'est pas sa vocation. Donc il faut arrêter la position de mendiant. Mais ça fait des années que le Qatar a réduit la voilure, également sur le Paris Saint-Germain. Là, c'est surtout parce qu'ils ont donné les pouvoirs à Luis Enrique et qu'ils veulent une certaine stabilité. On remarquera que moins le Qatar s'ingère, plus ils ont de résultats. C'est vrai. Parce que l'année dernière, au final, ils ont laissé le staff travailler avec les résultats que ça a donné. Et puis bon, quand on interdit à Campos de faire certains transferts bizarres aussi, ça dépense moins d'argent. Petite parenthèse. Donc, il y a une cure d'austérité déjà au Qatar, suite à la Coupe du Monde. Ils ont une inflation, la croissance n'est pas comme ils le souhaitaient, alors on ne va pas les plaindre non plus. Hein. Mais à partir de là, Bein, le budget a été réduit de partout, pas que sur Bein France. Donc il ne faut pas s'étonner à ce niveau-là. Et s'il y a encore des naïfs pour croire que le Qatar va sauver le foot français, écoute, c'est bien. C'est comme ceux qui croient au Père Noël ou à la DNCG. Quoi. Incroyable, c'est Ahmed Schaffer de Clermont, qui, mon fils et petit-fils de banquier. Pourquoi je dis ça? C'est que c'est pas lui qui a créé sa propre richesse, il l'a hérité. Il y a une grosse différence pour moi. Parce que tu as des gens, comme Olas à l'époque, comme Nicolin, ils ont œuvré, ils ont bâti quelque chose en termes entrepreneurial. Et tu en as d'autres, ils n'ont rien bâti en fait, ils ont juste récupéré. Donc il y a quand même, tu vois, dans la notion aussi du travail, et j'ai rien contre les personnes qui héritent, attention. Je dis juste que c'est différent, notamment dans le football, parce que lui, quelque part, son argent, il ne se l'est pas créé. Notamment lui, Schaffer. Et quand il arrive à Clermont, son but, c'est quoi? C'est de récupérer plein de clubs et de faire de l'argent sur les clubs. Donc, il y a déjà les dividendes qu'il va récupérer de CVC, c'est exceptionnel. Ouais. C'est interdit, mais lui, il récupère. Mais on a tracé l'argent, ils ont dit CVC. Et ouais. La Ligue, elle a dit, on a tracé l'argent. Hein. Ouais, d'accord, ok. Donc, on voit que l'argent... Non, mais là c'est la dilapidation d'argent. Ouais, je me rappelle. J'avais vu la vidéo où tu avais dit qu'ils s'étaient exceptionnellement rétribué plus d'argent que d'habitude. Ouais, voilà. Puis bon, quand il est en Ligue 1, je crois que c'est une facture de plus de 300 000 par mois, si je dis pas de bêtises, à sa holding. Donc, à Clermont. Hein. Après, mais... dans le côté paternaliste, j'imaginais plus quel président de Ligue 1 voit un peu son club comme son bébé. Il n'y en a plus. Oh purée, c'est triste. Parce que je veux pas dire Kita comme ça. Kita, c'est un jouet. Et Kita, bon, c'est tout sauf un modèle, quoi. Il a quand même coulé Lausanne à l'époque. Hein, faut jamais l'oublier quand même. C'est vrai. Caillot, il pensait faire de l'argent. Il a racheté les parts de son ancien associé l'hiver dernier en disant mon club, il vaut 120 millions maintenant. Ouais, t'es en Ligue 2. Il perd 30 millions par an ou 40 millions par an. Donc on ne peut pas dire Caillot. Vu son mode de gestion, parce que c'est le business à tout prix. On va pas dire Ferry, c'est le business à tout prix. Il n'y a plus. Après, c'est l'évolution d'un football, mais la France est passée. Et non seulement des mecs comme Schaffer qui sont propriétaires, qui vont endetter les clubs et récupérer tout ce qu'ils peuvent avec des prestations de services et autres. Alors bon, après, ils va le justifier, mais comment ils justifient des factures aussi hautes? C'est une vraie question. Et de l'autre côté, tu as des mecs comme Lopez et Textor qui vont utiliser l'argent des autres pour acheter les clubs, se faire rémunérer
par les clubs en question et derrière, voilà, essayer de revendre d'autres. Donc, tu as de la cavalerie, des acrobaties financières. Aujourd'hui, ça devient le modèle. Et les très grands fonds qui vont récupérer les clubs ou des gens qui comprennent rien, ceux qui ont racheté Le Havre, là, par exemple. C'est des mecs du Texas qui, quand je dis qu'ils comprennent rien au foot, je sais même pas s'ils connaissent les règles. Sauf que le mec qui les représente, c'est un type qui s'est fait bannir à vie du sport pour tricherie aux États-Unis. Qui pense qu'à faire du pognon. Je savais pas ça. Et avec des agents et tout. Mais c'est un désastre, les mecs qui viennent de racheter Le Havre. C'est un désastre. Ils ne comprennent rien à rien. Eux, ce qui compte, c'est combien à la fin du mois, tu vois. Mais bon, en même temps, le mec qui gérait Le Havre, Volpe, il disait à tout le monde interne qu'ils allaient en Ligue des Champions il y a quelques années. Pareil, Volpe, les mecs, parce qu'il y a eu à un moment donné la montée, mais Volpe, les gens, ils oublient ce qui se passait au Havre en Ligue 2. Quand le mec, il avait des problèmes sur des pistes de karting ou que sais-je, c'est quoi le rapport entre une piste de karting et un club de foot? Je vais le demander au Havre. Il n'y en a pas. Voilà, donc ça n'a aucun sens. Volpe, c'est ingérable. C'est un mec qui est capable de te dire je veux 1 million, puis le lendemain, il va dire j'en veux 5 pour un joueur. Ça n'a aucun sens. Ok. Donc, l'un des rares, à la rigueur, qui a mis son argent dans le club, c'est Saïd Chaban d'Angers. C'est vrai. Et il a investi sur les structures, ce qui fait qu'Angers, aujourd'hui, est un club attractif pour un investisseur, parce qu'il y a un patrimoine immobilier. Structure d'entraînement, sans entraînement, ils ont refait le stade et tout. Après, je peux te dire, en termes paternalistes, d'un mec qui met son argent quand même, le propriétaire chinois d'Auxerre. C'est vrai. Alors, est-ce que l'argent est toujours bien utilisé? C'est encore autre chose, hein, parce qu'ils l'ont quand même bien pris pour un imbécile pendant des années. On a quand même à Rennes, mais Rennes, excuse-moi, je peux pas dire paternaliste, je vais dire pigeon. Parce que ce qui vaut 100, il paye 200, donc non, pigeon. On l'a vu dans ce mercato. Mais voilà, mais Rennes, c'est n'importe quoi. Et c'est triste parce que pour le coup, Pinot, c'est un mec, voilà, il y a l'ancrage local, il y a plein de choses. C'est, en théorie, vu la conjoncture aujourd'hui, ça devrait être le 2e ou 3e club français. Les investissements, vu la nature de propriétaire et tout. Donc, il reste là. Mais est-ce qu'il est vraiment coûté? Je sais pas. Après, la gestion paternaliste, il faut descendre. On a l'exemple de Concarneau notamment, avec Pierriou, qui fait avec l'économie locale, etc. Mais il faut descendre, tu vois. Aujourd'hui, on ne peut même pas dire que Metz ou autre, c'est vraiment paternaliste avec Serein. J'y crois pas trop. Sachant qu'il cherche un investisseur pour l'aider. Donc, mais c'est pas que la France. Aujourd'hui, ce foot-là, il n'existe plus. Bah, j'aimais bien ton exemple avec Angers. Et dans la suite de ma question, j'avais pris un autre exemple. Mais je m'attends à prendre une gifle avec ta réponse probablement. Dis-moi. Je disais justement que pour prendre le cas de l'OM justement, McCourt a souvent annoncé mettre la main au portefeuille et être déficitaire. C'est vrai. Quelle est sa relation avec l'OM s'il ne fait pas de profit avec? Mais il comprend. Mais alors, encore une fois, je vais pas être méchant. Tu demanderas à plein de gens, je pense que personne ne sait pourquoi il a racheté l'OM. Réellement, la vraie raison, entre Poulmer, on lui fait croire des trucs d'immobilier et tout. McCourt, c'est pas lui faire un jour que le soccer, on va dire, c'est pas sa culture. Le foot, c'est pas sa culture, le foot européen, on est d'accord. Il est rarement là. Ça se ressent dans les communiqués un peu. Voilà, mais il est très rarement là, on est d'accord. Pourquoi il a racheté l'OM et pourquoi il a mis autant d'argent? Franchement, si quelqu'un a la réponse, parce que je l'ai pas. Ah, je pensais pas t'amener dans une zone de flou. C'est une bonne surprise. Réellement, ça fait aucun sens ce qu'il a fait. Il a mis combien d'argent dans l'OM? Il a mis énormément d'argent, c'est plusieurs centaines de millions. Ouais, j'allais dire, on n'est pas loin d'1 milliard là, je pense, hein, avec tous les transferts. Et pour quel but? Parce que le mec, tu vois bien que c'est pas son truc le foot. Il est quasiment jamais là. Ça lui sert à quoi? Et surtout, il n'a pas la surface financière en plus. C'est Jacques-Henri Hérault qui l'avait ramené, il me semble. Hein. C'est Poulmer aussi, etc. Et d'autres. On lui fait miroiter des trucs d'immobilier. Il n'aura rien. Enfin, franchement, je sais même pas pourquoi il a racheté le club. Okay. C'est pas lui faire injure, et tout le monde comprendra à Marseille, de dire que McCourt, on voit bien que c'est pas le. Peut-être à des propriétaires type Abramovich, on peut tout lui reprocher, il était tout le temps là à Chelsea. C'est pris pour le jeu, tu vois. Ouais, McCourt, est-ce qu'il s'est pris pour le jeu réellement? Non. Et c'est pas de sa faute, c'est une autre culture. Donc pourquoi il a racheté l'OM? Pour moi, ça ne fait aucun sens. Par contre, Marseille a de la chance. C'est qu'on se rappelle qu'à l'époque, c'est Lopez qui a fait un moment donné, et puis il y a Dreyfus qui veut pas, avec Margarita qui veut pas. Dieu merci, c'est pas arrivé. Non mais, Marseille a de la chance d'avoir un actionnaire qui remet au pot. Hein. Après, Marseille a la malchance, c'est que l'actionnaire n'est jamais là et ne contrôle rien. Parce que ça aurait évité bien des dépenses inutiles depuis le temps de Rudy Garcia, de Jacques-Henri Hérault, puis de Longoria. Parce qu'on a quand même eu des transferts scandaleux à Marseille, toutes ces années-là. Les conflits d'intérêts, les ci et là, parce qu'à un moment donné, quand le propriétaire regarde pas, c'est pour ça que je te dis, je ne sais même pas pourquoi il l'a acheté, parce qu'à un moment donné, clairement, McCourt, ça a été un pigeon. À un moment donné, il y a eu des trucs. Attends, les époques de Hérault et Longoria. 100% d'accord. 100% d'accord. On va arrêter. À un moment donné, il y avait des conflits d'intérêts pas possibles. Les contrats, il a des Strootman. Mitroglou, tout le monde savait qu'il avait un genou problématique. Allez, on va taper je sais pas combien de millions. Tu sais que Vitinha,
Vitinha, Je voulais t'amener sur ça. On leur propose, ils l'ont vu 2 fois. Ils ont dit, allez, 2 highlights, allez c'est bon, je te jure que l'anecdote est vraie. C'était une grosse question que j'avais pour toi. Possible. Bon là on sort un peu du contexte du livre, mais Vitinha, qui a proposé Vitinha à l'OM pour qu'il ait été vu 2 fois C'est des agents, d'autres agents qui proposent. Marseille ne l'avait pas scouté avant. Marseille je crois l'avait vu 2 fois, je sais pas quoi. Mais il n'était pas scouté réellement. Et allez, ils ont dit on le fait. Plus gros et transfert. tu sais que le pire, au milieu dans le deal, il y a Antero Henrique, c'est ça qui est le plus beau quand même. Qui est au PSG, mais parce que tu sais qu'il travaille pour la Qatar Star League, mais en même temps, le PSG a des pourcentages à Braga. Ah oui, c'est vrai. Et donc il était au milieu du deal, me demande pas comment. Non, mais là clairement c'est un deal d'argent. Non. Mais ça, ce deal là, dans un monde normal, le propriétaire il arrive, les mecs qui ont fait ça, la porte elle est par ici. Ouais, j'allais dire. Parce que tu te dis, mais que tu fasses Vitinha, c'est pas le problème, le prix c'est problématique. Mais si tu le fais, il faut au moins que tu l'aies scouté quand tu mets autant d'argent. Ça n'a pas été le cas. Mais il n'y a pas que lui, de transfert. Hein. Parce que quand tu prends Eugenio Bottas, qui est le mentor de Longoria, Bottas, il a été dans tellement de deals. Base Soccer, ils ont été dans tellement de deals. Et puis avant, parce qu'on dit Longoria et toute la bande, mais attends, Héros, et Garcia, et les agents de Garcia. Et McCourt, il payait. Mais c'est là où je me dis, mais le mec, il comprend rien à rien. Certitude. Et ses avocats, ils servent à quoi? Monsieur Cohen, notamment, je crois qu'il s'appelle. Il sert à quoi, lui? C'est-à-dire que c'est l'un des avocats chefs de McCourt. Il n'a pas vu le cirque qu'on lui a fait pendant des années? Parce qu'attends, à un moment donné, il faut regarder les comptes quand même. On est d'accord que Marseille, c'est extrêmement déficitaire. Bah, surtout encore, sur ce mercato là. Et encore, ils ont enlevé des choses de la SASP qu'ils ont mis ailleurs, etc. pour maquiller un peu. Mais je veux dire, c'est un club, depuis des années, tu lis dans DNCG, qui perd énormément d'argent avant transfert. On est d'accord? Totalement d'accord. McCourt, il a toujours remis. Donc Marseille a de la chance d'avoir un actionnaire pareil. Mais à un moment donné, tu te poses la question de l'actionnaire, il pense à quoi? Il dit oui à tout? Donc c'est pour ça que je te dis, savoir pourquoi McCourt a racheté et ce qu'il fait, pour moi, c'est un des mystères du football français. Je pourrais pas te dire. Hâte d'avoir la réponse. Non, mais lui, il doit l'avoir, mais... Justement, j'ai hâte de l'entendre un jour. Non, mais est-ce que ça lui fait même plaisir d'avoir acheté l'OM, tu vois? Il vient combien de fois par an? Honnêtement, pour moi qui suis l'OM, je te dirais 3 fois par an en général. Début de saison, vers Noël et fin de saison. Et le mec, ça lui a coûté plusieurs centaines de millions d'euros. Bon. Alors est-ce qu'il pense qu'il va faire comme les Dodgers, c'est à un moment donné revendre à un prix parce que les Dodgers étaient sur le point de... Voilà, alors, finalement il le arrache à miracle, je sais pas. Franchement, j'en ai aucune idée. Je veux dire ce qu'il veut, j'en ai aucune idée. C'est peut-être l'idée, je pense. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que le foot, c'est pas un problème, c'est pas vraiment son truc. C'est pas grave, hein. Il y en a plein de propriétaires que c'est pas leur truc. Alors pourquoi t'as racheté le club? Surtout Marseille. On aurait pu passer par Lopez, du coup je me plains pas trop. Mais voilà, non mais l'OM a pas à se plaindre. Par contre, quand tu vois tout l'investissement que McCourt a fait, parce qu'il a quand même renfloué les caisses par un paquet de fois, et que tu vois les résultats sur sa période, c'est un scandale. Tout à fait d'accord sur ça. Sur la période longue, c'est une honte et un scandale. Quand on voit la gestion de Lille à côté, on a de quoi être bien dégoûté de faire ça avec de l'argent. Ouais, enfin bon, c'est pas moi qui vais complimenter Olivier Létang. Il y a des choses à redire, mais en termes de performance, avec ce qu'il fait... Oui, non mais évidemment, mais il y a plein de clubs, enfin, je veux dire, c'est lunaire. Et tu vois, la deuxième place de l'OM l'année dernière, ouais, heureusement que tu termines deuxième quand même, avec un match par semaine. Ça s'est joué à pas grand-chose. Hein. Mais tu fais une deuxième partie de saison abominable. Enfin bon, il n'y a pas de raison de se vanter de la saison. À un moment donné, il faut être ambitieux. Quand tu vois l'argent qui a été déployé, il n'est pas proportionnel aux investissements. Enfin, les résultats ne sont pas proportionnels aux investissements faits par Franck McCourt. Ah, je suis totalement d'accord avec toi sur ça. En fait, Olas, il a bâti le plus grand club français au tournant de ce siècle-là. Et c'est lui qui a mis les clous dans le cercueil de la plus belle chose qu'il a construite. Mais pourquoi? L'ego. Juste pour une histoire d'ego? Et l'argent. Tout le passage Textor, DNCG, Magouille, tout ça. Moi, je vais juste te dire un truc. Il a été prévenu de qui était Textor. Il peut pas dire l'inverse. En plus. Il a été prévenu. Il savait. Et il va te dire oui, mais je pouvais pas parce que Pathé et IDG voulaient vendre. C'est vrai. Okay. Et en fait, Olas, ça va être minoritaire et donc c'était un souci. Mais Olas a eu un temps pour trouver un acheteur. Le problème qu'Olas voulait, c'est qu'il voulait trouver un mec qui lui met l'argent et garder le pouvoir. Comme souvent. Et le problème, c'est que le club, la valeur était trop chère. Et donc,
Pathé, IDG et Holness, donc Olas, font une énorme opération financière avec la revente, réellement. Ils font une énorme opération financière. Parce que le club est valorisé à des centaines de milliers. C'est énorme ce qu'ils font. Mais on en arrive là parce que, un, le prix est trop cher, et deuxièmement, parce qu'Olas voulait trouver quelqu'un qui le laisse commander, qui le laisse à la tête. Et à la base, c'est ça le deal avec Textor aussi. N'oublie pas, il devait rester 2 ans, je crois. J'allais dire, c'est pas du tout arrivé. Hein. Exactement. Par contre, il a pris l'argent. Et derrière, il a essayé de revenir. Ouais, il y a un passage sur passer comme le sauveur. Il y a un passage aussi sur la politique en FFF avec Olas. Exceptionnel. Bien intéressant dans la fin du livre. Mais en fait, quand tu vois ce qu'il a fait à la Fédé et à l'OL, c'est pareil, c'est le double jeu en permanence. Ouais. Donc, mais réellement, c'est l'ego le premier problème. L'ego et l'argent, du coup. L'ego et l'argent, mais alors c'est vrai que IDG et Pathé lui forcent la main, mais il a eu le temps de trouver un acquéreur. Il n'a pas trouvé le bon acquéreur au prix souhaité, parce que notamment l'une des conditions, c'est qu'il voulait continuer à diriger le club. Donc à un moment donné, quand tu mets autant d'investissement dans le foot, bah, les mecs ils veulent diriger eux. Ils veulent pas laisser l'argent à un autre. C'est comme, regarde, tu prends une voiture, t'achètes la voiture, mais tu la fais conduire par un autre. C'est un peu pareil quoi. Mais Olas avait déjà fait ça quand il va récupérer le groupe chinois IDG. Ils viennent les fameux actionnaires minoritaires. Donc tu mets de l'argent frais, comme ça Olas n'a pas à le mettre, mais le mec décide de rien. Bon, dans le foot, c'est plus compliqué, sauf dans les très grosses boîtes, etc. Le foot, c'est quand même un milieu différent, parce que l'actionnaire minoritaire dans une société de BTP, d'hydrocarbures, etc., bien sûr, il y en a plein. Mais dans le foot, sachant que sur des entreprises déficitaires, je vois pas trop l'intérêt. Ah, bien sûr. C'est un club qui n'a aucune reconnaissance envers. Enfin, il n'y a eu aucune reconnaissance envers ses historiques. Mais sauf ceux qui étaient très, on va dire, dans l'ego, dans la flatterie, tu sais. Mais les petits employés, ceux qui ont réellement fait le club, bah excuse-moi, je vais reprendre l'expression qu'on m'a donnée, ils sont repartis une main devant, une main derrière. Hein. Les mecs, on est 30 ans de leur vie au club. Hein. Terrible la phrase. Bah, écoute, la phrase, elle vient de l'interne. Mais c'est surtout, tu le décris, il y a des gens, on dirait, ils sont fascinés par lui et. Ouais. Bah, c'est fascinant ce qu'il a fait Olas aussi, mais là, les adieux avec Olas, ils sont compliqués quand même. Hein. Mais même les gens historiques, hein, vraiment. Alors, c'est pas que lui, mais à un moment donné, c'est le club. Le club n'a pas été reconnaissant envers ses salariés. D'ailleurs, quand Juninho arrive, il est choqué de voir que lorsqu'il était parti aujourd'hui, les gens sont toujours au même salaire, quoi. Que l'inflation, etc. Je parle des petits employés. Et ils ont jamais poussé un coup de gueule. Non, il y a des gens qui s'en foutaient, la direction s'en foutait. C'est dingue. Mais bon. Qu'est-ce qui illustre le plus le côté has-been de Lyon? C'est ça. Chérou. J'aime bien ta réponse. Quand tu ramènes Chérou, parce que tu ramènes Chérou pourquoi? Par copinage, ego, etc., image. Et Chérou qui va donner des leçons, etc. Je te donne juste un exemple, mais Chérou, officiellement, il avait fait du scouting, soi-disant au Maroc. Bon, il était réellement en week-end avec sa compagne. Bon, c'est pas le seul à le faire. Hein. Mon ami Johan Cavalli faisait un peu pareil à Ajaccio quand il était en scouting à Rome, notamment. Oh là là, Ajaccio. Mais bon, c'est le foot, tu peux tout justifier. Voilà, quand tu fais Chérou et que Chérou fait Amin Sarr. Mais Chérou, il était encore là à l'époque Olas. Comment ça? Bien sûr. C'est le copinage qui l'a ramené là? Ouais. Purée, c'est pas mal le copinage. Non, mais l'OL, à un moment donné, il termine, c'est quasiment aucun recruteur, c'est encore tout à l'ancienne. En fait, Olas a été en avance, mais sur tout le monde. Olas a créé la plus belle chose du football français autour des années 2000, c'est la vérité. Non, et puis par contre, la fin, elle est abominable. Parce que tu es encore sur un autre logiciel, et puis on va quand même pas oublier quelque chose, il aimait bien jouer à Football Manager, mais dans la réalité, quoi. Donc c'était pratique d'avoir un Bruno Genesio qui était un pare-buff, qui se prenait tout dans la tronche. Ça, c'est vrai. Parce qu'Olas continuait à décider de plein de choses. Mais on était dans un fonctionnement vraiment à l'ancienne, vis-à-vis du nombre des employés, vis-à-vis du scouting, vis-à-vis de la modernité. Le club, c'était absolument pas modernisé. Pas du tout dans ses méthodes. Alors que le foot avait changé. Comment autant de gens intelligents qui sont des hommes d'affaires qui ont réussi, ils arrivent dans le foot, tous ils deviennent, j'ai l'impression, on dirait des enfants de 8 ans. Bah, je veux dire, t'as pas que des imbéciles quand même qui gèrent les clubs. Faut pas déconner, t'as quand même des mecs qui ont réussi. Et dans le foot, je sais pas, il y a un côté peut-être passionnel, fou, irrationnel.
T'as l'impression qu'ils ont oublié le cerveau. Non, Ce mais que je veux dire, c'est- pour suivre les plans de la brune, faut que. Enfin, je veux dire, 2 plus 2, ça fera jamais 8. Lui aussi, on va revenir dessus. Non, mais tu vois, c'est fou quand même quand tu réfléchis. Et Micler. Bah, je sais. Bon, déjà, Micler, il y a un problème d'ego, Ah, mais c'est toujours l'ego, j'ai l'impression, là. bien sûr. C'est Non, parce que terrible. regarde, mais le mec, il parle tout le temps. Et par contre, c'est pour ça que je l'ai noté dans le livre, il dit tout et son contraire tous les 6 mois. Mais pour quelqu'un qui était aussi compétent, mais franchement, j'arrive pas à comprendre. Au bout d'un Moi non moment, plus. il met en place, il devrait mettre en place un protocole, quelque chose à suivre, une démarche pour. Non, mais déjà, quand on te. Ouais, mais après, tu sais, il a son petit rond de serviette, il est content. Oh, Il est avec putain. les grandes semondes, machin. Mais c'est ça. Oh là là. Mais c'est toujours ça. C'est toujours ça. Puis moi, ce que je trouve scandaleux, c'est que bah, non seulement sa fille a un CDI au PSG, déjà un conflit d'intérêt qui est majeur. Ouais, ça c'est dans le livre aussi. Sa boîte, elle travaille avec des clubs français et à un moment donné, il y a des clubs français qui ont choisi la boîte de Micler, dont Deloitte, qui est une énorme boîte internationale, d'accord. Pour leur compte, moi je trouve qu'il y a un conflit d'intérêt. Pas engagé que moi, mais soit. Totalement Et d'accord. puis surtout, comment le mec peut dire on est indépendant quand t'es nommé par la Ligue et la Fédé et que t'es payé par. Enfin, les dirigeants de la DNCG sont bénévoles, c'est marrant. Mais les petites mains, elles sont payées par la Ligue ou par la Fédé dans la DNCG fédérale. C'est les gens du foot qui te choisissent. Et après, le mec a le culot de dire mais on est indépendant. Donc en gros, les mecs qui te choisissent, c'est ceux que dont tu vas ausculter les comptes. Sachant qu'on voit que la DNCG n'a pas réellement de pouvoir et de prérogatives. Ah Tout oui. ça, c'est de la fumisterie. À chaque fois qu'il y a des appels, ils sont contredits, donc. Puis ils n'ont pas le droit de faire grand chose au final. Parce que pour que les gens comprennent la DNCG à quel point c'est une blague, quelles sont les 2 principales sources de rentrée d'argent dans le milieu du foot? Les droits TV et les transferts, on est d'accord? Bah, les 2 trucs, ces 2 milieux-là, elle n'a pas le droit de regarder. Mais j'ai pas besoin d'aller plus loin en fait, c'est là où tu comprends que c'est une blague. Ah, c'est grave. Mais tu te dis, mais on prend vraiment les gens pour des cons. Je te dis, pour moi, la DNCG, c'est comme la petite souris ou le Père Noël, ça engage que ceux qui y croient. Puis le nombre de faux documents qui sont passés, et lui, il a le culot de dire, ah mais non, tout va bien, on a sauvé Lyon. Mais il a le culot de dire ça. Mais honnêtement, est-ce que les faux documents, ils. Mais Niort, on a tous vu ce que ça a donné. Ça Non. a donné faillite et tout. Je veux dire, est-ce qu'ils remarquent vraiment pas que ce sont des faux documents? J'en ai aucune idée, je sais pas comment c'est possible. C'est pas possible, c'est un truc de fou. Parce qu'attends, moi je te dis, j'ai un ancien président de club qui m'a dit, ah bah ouais, on envoie des faux, ouais, ça passe. Mais le mec me l'a sorti, mais Oh me dit, bah, purée. tranquille. Bah, l'ancienne direction de Valenciennes, elle faisait des faux. L'ancienne direction de Nancy, elle faisait des faux. L'ancienne direction de Dunkerque, et là, par contre, là, la DNCG, elle a eu peur sur le dossier de Dunkerque. Parce que c'est à cause d'eux que la communauté urbaine de Dunkerque a donné une subvention spéciale. Donc le Ah contribuable oui, ça payé. aussi. C'est un exemple qui est scandaleux. Et ils ont rien dit parce que, faut pas que ça se sache. D'abord, on fait payer l'alcool sur les licences et ensuite on prend le contribuable. C'est pas mal. Non, puis regarde le nombre de clubs qui ont fait faillite sur défaut. Regarde Ajaccio. Ajaccio a eu le culot cet été de présenter une fausse garantie bancaire de 15 millions. Normalement, quand tu fais ça, c'est du pénal. Ouais, Est-ce qu'à un j'allais dire, moment, il y a eu un article 40 fait par la DNCG? Bon. Faux et. Donc, je pose usage la de question, à faux. quoi elle sert? Et voilà. Non mais attends, sur une garantie bancaire de 15 millions quand même. Ah ouais, beau. c'est énorme. C'est. Si toi et moi demain on fait ça, ben ça va toquer à votre porte, monsieur. Ouais. Mais c'est bon, il y a le gendarme du football français qui te dit allez c'est bon ça passe. Le gendarme du football français, on remarquera aussi qu'il a très bien jugé l'argent de CVC parce qu'il devait aussi le flécher. Donc on remarquera pour Clermont, ils l'ont pas fait. Les faux documents, ils l'ont pas fait. Ils ont permis les magouilles, excuse-moi, de Nancy à l'époque avec Ostende et de Textor avec tout ça. Mais bon, après, le mec a le culot d'aller dans l'équipe en disant on a sauvé l'OL. Hein. On a sauvé l'OL. Alors qu'ils ont laissé Textor faire des magouilles pendant plus d'1 an. Ouais, c'est étonnant qu'il se soit réveillé aussi tard sur une Mais ligne moi, aussi. je te dis, l'année dernière, déjà l'OL doit descendre. Et je me suis battu, je l'ai toujours dit. Ouais, je me rappelle. Il y a eu au moins une Les gens bonne gagnent, vingtaine de non, mais c'est la vidéos. vérité. Et Textor, il l'autorise à faire des recrutements. Le recrutement de Noama, comment ils peuvent l'autoriser à le faire? C'est un transfert relais, mais x 1000. Allez, on autorise. Ah. Tu sais ce qu'on m'a dit en interne? Ouais, mais c'est l'OL. Ah oui, pardon. Ah, merci Olas d'avoir bâti la réputation du coup. Non, mais tu vois, c'est comme Ajaccio qui ne payait pas ses cotisations sociales depuis 2021-2022, ça passe. Ouais, ça aussi. Toi, l'as dit tu il y a payes pas tes longtemps. cotisations sociales depuis 2021, je suis pas sûr que ça passe, tu vois. T'inquiète, j'ai été Mais dans relancé le l'année foot- dernière. Dans le foot, ça passe. Donc la DNCG, c'est malheureusement une vaste blague. Bah, le conseil d'administration, c'est tous ses potes déjà. Ouais, mais x3 alors qu'on connaît la situation. Parce que c'est la démesure, et comme je te dis, les mecs, j'ai l'impression, ils ont mis le cerveau à côté.
On voyait souvent des tweets passer sur les droits de télé du Havre qui seraient inférieurs à ce que La Brune aurait touché. Cette année en Ligue 2, je pense que même Nicolas de Taverneau qui est arrivé, qui prend 600 000 par an, pour officiellement se rabibocher avec Canal, donc énorme échec en plus, il touchera, je pense, autant qu'un club de Ligue 2. Non mais si tu veux, à partir de là, une telle aberration, que La Brune touchera plus que certains clubs de Ligue 2, ça c'est sûr, par an. Mais La Brune, il dit, oh attendez, j'ai baissé le salaire. Mais ça a été voté, donc les gens ils l'ont vu. Et il a raison, La Brune. Bah attends, mais les mecs ils lui disent oui, bah bravo. Oh, putain. Parce qu'à l'époque, ils sont dans l'idée aussi de dire, voilà, Nasser va nous sauver, le Qatar va arriver. Il y a plein de trucs comme ça aussi. Les mecs croyaient au milliard, croyaient la chaîne, enfin. Soit les mecs sont très naïfs et stupides, soit il y a quelque chose qui m'échappe. Donc ils ont voté ça en pensant que La Brune allait contacter Nasser et faire booster tout le reste derrière. Ce qu'ils disaient, c'est que Bein allait mettre 700 millions sur les droits TV. Ouais. Super. Je devrais bosser dans le foot, moi. Ah non, mais quand tu vois réellement le niveau des gens du foot, tu te dis, mais c'est nous les plus bêtes en fait. Parce qu'en plus, ils arrivent tout à justifier. Oui, mais il n'y a aucune justification. Donc, non, mais c'est dramatique le niveau. C'est dramatique. On parle d'André Ayou qui était là, le gros joueur de l'OM à l'époque. Bisous sur l'écusson, le crâne qui saigne, il continue à jouer devant les supporters. Je suis d'accord qu'il y a beaucoup de communication là-dedans, mais comment après, le joueur, je sais pas s'il est au courant, c'est La Brune en tout cas qui voulait le mettre au PSG. Il fait rendez-vous avec Nasser Al-Khelaifi, parce que c'est son ami. En fait, tous, ils voulaient faire du business. De toute façon, je vais te dire, le supporterisme, l'amour du club, c'est que pour les fans. Je suis d'accord. Le choix sportif n'existe pas non plus. À 80%, les transferts, c'est pour des intérêts. Il n'y a pas de choix sportif. Il y a vaguement, tu dis, allez, je prends un exemple tout bête. Et le prochain mec qui me dit, oh, le sportif. L'entraîneur de Monaco, ça fait 1 an qu'il réclame un gardien. On lui a amené tout sauf un gardien. Tu crois sincèrement qu'à un moment donné, il y a un intérêt sportif là-dedans? Non, quand Tourelle, il dit, je ne veux pas d'Icardi, et Leonardo, il va claquer tout le budget de l'été sur Icardi, tu crois qu'il y a un intérêt sportif? Ah non. Oh là là. C'est des intérêts personnels, du business. Donc, La Brune en a fait partie. Je veux dire, La Brune, derrière, il y a toute cette connexion avec Messa Ndiaye, l'agent, notamment à Lorient, etc. et tout. On peut se poser la question d'ailleurs de la profession d'intermédiaire de Vincent La Brune pendant des années. C'est une vraie question aussi, parce que La Brune aide aussi Saint-Etienne à vendre, je crois que c'est Saliba. Non, c'était Fofana. À Leicester, il est dedans. C'est Saliba ou Fofana qui l'aide? J'ai un doute, mais bref. En tout cas, Fofana, il va aider sur un transfert aussi en Angleterre. Mais... Et c'est La Brune qui va conseiller un attaquant uruguayen Saint-Etienne. Les gens ils trouveront, il y a quelques années, un attaquant uruguayen qui n'a rien fait, c'est La Brune qui le conseille notamment. Mais honnêtement, avec le bilan qu'a eu La Brune à l'OM, et il y a eu des hauts et des bas, je suis le premier dingue de l'époque Bielsa. Mais comment des gens peuvent lui demander son estimation sur des transferts avec le bilan qu'il a? Les gens regardent pas, les gens vont te dire que c'est bien, puis c'est leur pote. Ok, d'accord. Et voilà, c'est un mec du milieu. En fait, quand t'es dans le milieu, t'as un statut, même si t'es nul. Prends Gauthier Ganaï, un mec qui a coulé tous les clubs où il est passé presque. Et il avait retrouvé du boulot. Et là, il essaie de faire intermédiaire, etc. Il a été à Nancy, à Moucron, à Ostende. Ça a été un désastre. Le mec, t'inquiète pas qu'il retrouvera du job à un moment donné. Ah, c'est du piston là. Non, c'est pas que du piston, c'est du business. Ok. Tout est question de business. Le foot n'existe pas. Enfin, ça existe pour nous. Nous, les imbéciles, les gueux, qui croyons encore qu'il y a du beautiful game. Ça n'existe pas. Les spectateurs. C'est du business. Ouais. Et les Qataris trouvaient ça plus utile de l'avoir à la Ligue qu'au club. Alors, je veux bien que tu me dises c'est beaucoup de business et de choses comme ça, mais comment il a pu penser que ça aurait pu vraiment se faire? Que celui qui a coulé l'OM... Mais ça aurait pu se faire. Alors là, je suis encore plus choqué. Bah évidemment. Mais ça n'existe pas. Moi, je vais te dire un truc. Le père Rodrigo, je crois qu'il a pas parlé avec les mecs du Barça cet été? C'est une dinguerie. Alors là... Voir s'il y avait un petit billet à récupérer, tu crois qu'il l'a pas fait? Quand à un moment donné, l'info est sortie du Brésil, ça parle avec le... Tu crois que c'était faux? Mais c'était vrai. Ah, pour moi, c'était du bidon, ça. Mais sans foi ni loi, les gens... Non, mais c'est sans foi ni loi, ce milieu. Ah, purée. Mais c'est pour ça que je te dis, les gens... Et moi, j'en vois, ils s'attachent à des joueurs, à des clubs, à des directions. Non, mais vous vous rendez pas compte à quel point... Et à tous les niveaux. Hein. Ligue 2, nationale, mais c'est honteux.
Tant qu'il y a un billet à faire, les mecs évidemment ils s'en foutent complètement. C'est le sentimental qui parle là. Ben je sais bien, moi aussi, mais après quand tu connais les gens du milieu, tu te dis mais c'est une honte en fait. Alors après avoir parlé de La Brune qui aurait pu être au PSG, j'aimerais te parler Mais les Qataris ont trouvé ça mieux de l'avoir à la Ligue. Ça aussi, tu te dis, c'est lunaire. Bah ça leur a donné raison sur certains choix. Pour les intérêts du PSG, ça a été utile. Évidemment. Ouais, c'est exceptionnel cette histoire. Mais c'est un truc de fou là. Avec une personne qui travaille pour le Qatar, Siem Swib. Et tu imagines donc c'était un putsch presque Qatar, elle n'est pas qatari. D'ailleurs, j'adore parce qu'elle commence à travailler pour des pays étrangers en même temps qu'elle était au ministère de l'Intérieur français. Bon, normalement c'est trahison, mais bon, c'est pas grave, il c'est accepté. Non, mais il y a plein de choses comme ça, il y a plein d'affaires judiciaires. Voilà, elle a porté plainte contre plein de gens liés au PSG et tout. Mais elle, en fait, elle a voulu putcher Nasser avec un agent, je crois, et au milieu, c'est pas Franck Enouda qui est au milieu, je crois. Si, je crois que c'est ça. Franck Logbi Enouda qui doit être au milieu, qui était l'un des mecs qui avait ramené Leonardo au Qatar. Et donc ils veulent ramener Luchescu et ils se disent ok, on va mettre Denisot. Et à l'idée là-bas, c'est Denisot, il est à Vanity Fair, elle a tout fait pour qu'il rencontre l'émir pour Vanity Fair. Purée. Non mais et donc c'est le chapitre tentative de putsch par WhatsApp, je crois. Et au même moment, le plus ironique, c'est que Nasser, lors de l'élection à la Ligue, la première fois, il vote pas La Brune, il vote Denisot, le même mec que certains ont essayé de le ramener. Mais c'est génial comme histoire. C'est un truc de fou. Elle est exceptionnellement drôle l'histoire. Et c'est là où tu te dis que c'est un monde paranormal. À ton avis, ça aurait pu aboutir ou non? Non. Ils auraient pas mis un nom qatari à la tête du projet. C'est aussi ce que je me disais. On va revenir sur un sujet un peu plus drôle, un peu plus... Autrement, ça aurait été Nicolas Sarkozy, tu dis. Oh purée. On revient sur un thème un peu plus drôle. Tu nous parles aussi de présidents de Ligue 1 qui aiment bien faire la fête. Et parmi ceux-là, tu nous parles à un moment de Kita qui, par sa boîte d'allongement de pénis, en aurait fait profiter un autre dirigeant. Ah non, tu peux pas mettre du candidat. Non, ça a été dit en réunion, donc elle est vraie la phrase. Elle est vraie. Je remets pas en cause tout ce que tu as mis dans le livre. Est-ce qu'il y a déjà eu des débordements lors de ces soirées entre présidents? Oui. Et deuxième partie de question, est-ce qu'il y aurait eu des transferts qui auraient pu être conclus dans ces soirées-là? Et est-ce que tu aurais un exemple? Alors je sais pas s'il y a eu des transferts conclus dans ces soirées-là, mais ce que je peux te dire, c'est que chaque année, ils avaient une espèce de sauterie. D'ailleurs, lors de l'année Covid, ils étaient pas contents parce qu'ils pouvaient pas faire leur sauterie annuelle. Oh les pauvres. C'était vrai, mais ça a été un débat. Mais on va dire que le côté très libidineux de certains présidents, il est gênant parce qu'en fait, il y a des amitiés et des intérêts, des votes qui se font en fonction des soirées. Et si La Brune en est là, j'allais dire, c'est pas que pour le football. Donc voilà, les amitiés se forgent aussi en soirée et les votes derrière. Donc en fait, clairement, moi je te le dis, les votes, la gouvernance de la Ligue de football professionnel, ça passe aussi sur est-ce que tu es capable de me faire passer une soirée affriolante, on va dire. Putain. Et tu te dis, encore une fois, on parle chef d'affaires, de millions et tout, mais des fois c'est très trivial. Pour ça, j'entends non. L'ego, le sexe, l'argent. Merci, bonne nuit, il n'y a rien d'autre. Comme on dit à la Fédération française de football, hein, cette fameuse phrase que c'était Latronico qui l'avait prononcée, l'un des dirigeants. Il avait dit non, mais attention, il y a 3 choses dans la vie: l'argent, le sexe et le pouvoir. Et il y a quelqu'un qui lui dit enfin, football quand même pour nous. Non, il n'y a pas le football. Ah, okay. Donc on se demandait si c'était la Fédération française de football, la Fédération française de sexe, d'argent et de pouvoir. Tu vois. C'est quand même assez dramatique. Hein. Oh, mais non, sur les... Ça influe réellement, c'est pour ça que j'en parle, c'est que ça influe réellement sur les décisions des soirées. Alors après, est-ce qu'il y a des transferts qui sont négociés dans ces milieux-là? Je ne sais pas. Mais est-ce que certaines amitiés, clans et décisions ensuite pour des votes à la Ligue ont été influées par ça? Oui. La prochaine question, elle revient sur les amitiés entre dirigeants, justement. Il y aurait une relation privilégiée entre Sadran et Nasser, après que ce premier l'ait aidé à s'insérer dans le cercle fermé de la Ligue 1. Un coup de pouce pour se débarrasser de Dragos Grigor à Al-Sadd, 2 millions plus salaire intégralement pris en charge. Ça, il est génial ce deal. Des prêts de Titi parisiens, comme Rabiot, Chantôme, Hudson-Edouard. Un prêt avec option d'achat pour Aurier pour faciliter le fair play financier. Des transactions immobilières en Angleterre avec Loïc Ferry. Des ventes de contrats de traitement de déchets au Qatar pour Nicolin. Beansport, partenaire privilégié d'Angers. Burdasport, société suisse-qatari qui devient équipementier de Nice. Est-ce que Nasser El Khelaifi n'aurait pas acheté sa popularité auprès des autres dirigeants?
Oh, je peux pas vous laisser dire une chose pareille quand même. Mais on peut parler aussi de Guingamp et Caen à l'époque, hein, qui réclamaient du sponsoring qatari. Hein. Ah, il le Ils réclamait étaient tous carrément. comme- Mais Le Graët, il invitait tous les gens autour de Nasser en loge. Eh Pareil ben, à dis Caen. donc. Oui, ouais, ce serait bien. Regardez, on a des panneaux pour vous. Je rappelle en plus qu'ils sont devenus diffuseurs de la Coupe de France à un moment donné, ou de la Coupe de la Ligue. Non, c'est la Coupe de la Ligue qui Coupe de diffusait. la Ligue, ouais. Ils étaient sponsors en plus, donc en fait, ils donnaient de l'argent de partout au début. Et il y a eu cette fameuse réunion où François Hollande a dû même intervenir à un moment donné pour stopper, parce que Canal était mécontent de certaines choses. Mais à l'époque, ouais, à l'époque, il faut reprendre les livres de Malbruno et Chénaud, c'est la diplomatie du carnet de chèques déjà au niveau politique en France vis-à-vis du Qatar. Et dans le foot, ça a été pareil au début. Et c'est Nasser qui avait le portefeuille, même si c'était pas son argent. Et en fait, tous, ils ont commencé cette mentalité de mendiant, à vouloir se dire, attends, je peux gratter. Et en fait, c'est pour ça que les mecs sont comme ça aujourd'hui, c'est qu'à l'époque, bah voilà, ils essaient de se faire rincer de partout. Ah, ça fait beaucoup quand même, parce que là, dans Par la contre, liste de sur ce que je te Sadran, donne, ce qui est intéressant, c'est que Sadran et Nasser ont carrément une entreprise ensemble. Et ils n'avaient rien dit à personne. Et Sadran et Nasser vont intégrer les instances de la Ligue au même moment. Après, d'ailleurs, ils vont intégrer après la création de leur société commune. un vrai travail d'équipe. Mais ce que j'adore, c'est de voir que la société de Sadran a gagné quand même l'appel d'offres, c'est important de le dire, pour le catering du PSG. Donc, en gros, le président du PSG, son associé a gagné l'appel d'offres pour le PSG. Donc, évidemment, il n'y a pas de conflit d'intérêt. Mais en fait, quand tu entends tout ça, tu te dis que c'est une vaste blague, encore une fois. Ah, c'est n'importe quoi. Mais bon. Mais en fait, ça éclaire sous un autre jour certaines relations, on va dire. Et la mentalité de mendiant qui aujourd'hui est le premier problème du football français, c'est que les mecs attendent l'argent comme ça. Ah bah, Ils attendent que ça tombe, tu vois. Tu réponds un peu à la prochaine question. Sans le soutien de Nasser El Khelaifi, Vincent Labrune n'est pareil, c'est carrément. Ok. De toute façon, les enregistrements qui ont été publiés par complément d'enquête ne laissaient pas vraiment de place au doute de qui dirigeait réellement le football français. Ok. Pourquoi ils le dirigent? Parce que les gens ont toujours l'espoir qu'il y ait l'argent qui tombe. Ils sont pas amis, hein. Encore C'est des aujourd'hui. amitiés d'intérêt. Encore Si on aujourd'hui. se dit, ah bah l'argent va tomber. Mais bien sûr, il y en a encore qui rêvent. Bon, là c'est plus compliqué quand même, parce que Bein ne paye pas en totalité. Je rappelle que l'année dernière, Bein signe son contrat en décembre ou en janvier, alors qu'il diffusait depuis août, c'est exceptionnel. Ouais, ça c'est un truc de fou. Il ne paye pas en entier certaines traites, il paye en retard, enfin ça pose pas de problème, mais c'est exceptionnel. Enfin, je sais pas si on se rend compte quand même de la folie et de l'aberration de tout cela. Mais on a l'impression que justement c'est toute cette popularité qui est tombée qui leur offre un crédit encore aujourd'hui, alors Bien que sûr. tout a changé. Exactement. Mais bon. Dont la conjoncture économique qatari, notamment de Bein. Tu as totalement raison. Là on arrive sur les dernières questions. Ouais. Celle-là elle est plutôt costaud, on sort un peu du fun et des entreprises de Kita pour un truc un peu énervé. Ouais. Dans la fin de ton livre, tu parles de harcèlement sur l'équipe de France féminine, de sélection en fonction de l'orientation sexuelle de ces dernières, Ouais. d'une coach de Clairefontaine qui aurait profité de sa position pour coucher avec des joueuses, Ouais. d'un responsable pédagogique de Clairefontaine qui envoyait des je t'aime à des enfants de 13 ans, Ouais. de la FFF qui aurait fait une enquête interne, mais tous les enfants affirment n'avoir été questionnés par personne. Je m'arrête là, mais tu en décris encore beaucoup d'autres dans ce dernier chapitre, avec notamment une chose qui m'a beaucoup interpellé. Tu indiques que la grande majorité de ces personnes ont simplement été licenciées, mais que la FFF ne leur a pas retiré leur diplôme qui leur permet d'exercer. On parle quand même de prédateurs sexuels et de chantage. Comment est-il possible qu'une immense fédération comme la FFF ne fasse pas le nécessaire pour radier ces personnes avec des sanctions exemplaires? Et sur mineur en plus. Hein. Écoute, moi je me suis battu depuis des années. Alors, il y a tous les noms évidemment dans le livre, avec tous les documents. Je cite les documents officiels et tout. Il y a quand même une personne qui a pris 20 ans d'interdiction d'exercer avec des mineurs, Daniel Galetti, suite à ce que j'ai fait. La Fédé, dans ce cas-là, n'a fait aucun article 40, rien. Et puis il y a eu un degré de mensonge absolument délirant aussi. Parce que je rappelle que le directeur juridique, l'ancien désormais de la Fédé, Jean Lapère, le roi, va être jugé pour parjure parce que bon, il est soupçonné d'avoir menti à l'Assemblée nationale sur des cas notamment d'abus sur mineurs. Il n'y a eu aucun problème à la Fédé après ça. Hein. C'est un truc de dingue. Mais moi, ce que je trouve fou, c'est que ça fait pas la une des médias, ça. Parce que ça, je vais te dire, au moment où ça fait la une, ils sont obligés d'agir. Non, Et mais ils peuvent se permettre de rien faire parce que personne n'en parle. là, dans la réponse que tu me donnes, tu me dis que les gens ont réagi à ton propos et à ton enquête en soi. C'est pas normal d'attendre qu'il y ait d'abord
quelqu'un d'indépendant qui se penche dessus avant de radier ces gens-là. Encore, il se prend parce que tu as un inspecteur du ministère qui fait le boulot. C'est une personne qui a fait le boulot du service de l'Essonne, je crois, et ils sont allés au bout. Mais sinon, il n'y a rien eu pour tout le monde et tous ces gens-là. Et personne ne va en parler. Et que tu te rends compte que la Fédé va carrément mentir publiquement, parce que l'enquête elle a été publiée dans le New York Times par Messon et Tariq Panja, en disant non, mais on a interrogé tous les enfants. Moi je les ai eus. Non, jamais. Donc ils ont même justifié le mensonge derrière sur des harcèlements sur mineurs. Mais je sais pas si on se rend compte le délire. C'est-à-dire que si on permet à une fédération de mentir impunément sur des abus ou du harcèlement sur mineurs, et aussi de truquer des élections, comme je le prouve dans le livre, c'est quoi la suite en fait? C'est-à-dire que là c'est l'impunité absolue. Ça montre bien qu'il y a des lois pour certaines personnes, mais pour la Fédération française de foot, tant que ça gagne, les lois, on s'en fout. Bah, c'est ce que tu disais dans le livre, comme quoi ça règle les problèmes en interne et... C'est la famille, surtout aucune personne ne doit s'en mêler. Mais c'est honte, mais franchement c'est à vomir. Ça, ce chapitre-là il est à vomir, mais il est nécessaire. Et moi ce qui m'énerve, c'est que normalement ça devrait, c'est pas pour moi, c'est là pour la cause en général et le foot en général et l'humanité en général. C'est impossible que ça continue à se faire passer sous silence parce qu'on peut faire passer ça en cas isolé. Là, quand tu lis le livre et quand tu lis ce chapitre, tu vois bien que ce n'est pas un cas isolé. C'est une récurrence, c'est systémique. Ça avait été reconnu d'ailleurs quand même dans le rapport du ministère des Sports, donc il y a eu un problème lié aux mineurs, etc. Ils l'avaient reconnu. Mais ils n'ont jamais été jusqu'au bout en pointant du doigt les responsables, qui sont tous ceux qui se sont tus et qui sont toujours en poste aujourd'hui au COMEX de la Fédé. Et ça, c'est dingue. Parce que Philippe Diallo n'est pas, par exemple, Philippe Diallo, nouveau président, lui n'était pas là lors de ces affaires-là. Donc lui, par exemple, je ne vais pas le mettre dedans. Mais les autres, tous responsables. Y a pas... Quand tu te tais sur ça, t'as pas d'excuses. Ah, totalement d'accord. T'as pas d'excuses. Voilà, c'est la suite de ce que j'allais te demander aussi. Y a-t-il eu des réactions après la publication de ton livre concernant tout ce micmac, de nouveaux témoignages ou des gens qui ciblaient dans le livre qui auraient tenté un énième procès envers ta personne? Bah, le truc, c'est qu'il est complètement boycotté, le livre, déjà. C'est honnête, hein, personne n'en parle, personne ne va en parler. Bah, t'as l'association AC Anticorruption qui a déposé une plainte au parquet national financier en se basant notamment sur mon ouvrage, notamment pour du blanchiment, escroquerie en bande organisée et autres, notamment lié à une société qui s'appelle Pitch et Droit TV. Donc on verra si le PNF ouvre une instruction judiciaire à la rentrée. Donc ça, c'est quand même déjà une grosse chose, qu'ils ont visiblement jugé que c'était suffisamment étayé et solide, sachant que c'était cette association qui avait porté la première plainte sur la Ligue, qui avait abouti à une instruction judiciaire et des perquisitions au domicile de la Ligue et de Vincent Labrune. C'est quand même des gens plutôt sérieux. Mais après, sinon, vu que personne ne va en parler, non mais tu te rends compte qu'il n'y a pas eu un mot. Et moi, je m'en fous, parce qu'il y en a que je sais qui m'aiment pas, mais on s'en fout, tu vois. Mais je veux dire, ça m'a plutôt surpris, ça m'a pas mal surpris parce que je te suis au travers des réseaux. Et je pensais qu'il y aurait des passages de ton livre qui seraient relayés sur les comptes Instant Foot, les machins comme ça. J'ai rien vu et le seul fait qui a fait que j'ai entendu parler de ton livre, c'était vidéo YouTube. Voilà. Donc, non mais je veux dire, voilà, les mecs, l'after qui font les grands indépendants, bon, rien évidemment. Alors que tu vois, moi, s'il y a des mecs d'RMC qui font un bon boulot, moi je le dis, je m'en fous, j'ai pas de trucs comme ça. Bon, à l'équipe, évidemment, pareil. Personne, voilà. Bon, sauf Foot, évidemment, vu qu'ils me maïssent, les dirigeants, mais tu vois, on est encore une fois dans l'ego. Et encore une fois, il y a des gens bien de partout. Il y a des enquêtes bien de partout. Le problème là, c'est notamment quand tu parles de ceux-là, notamment sur les mineurs, ça fait pas de bruit, bah ça restera lettre morte. Et c'est ce que les gens veulent. Moi, je peux juste te dire un truc, c'est que je devais faire un média, et le mec m'a appelé, m'a dit non, en gros, si on le fait, on perd tous nos avantages, parce qu'ils étaient en négociation avec la Ligue pour certaines choses et tout, et la Ligue a dit non, hors de question. En gros, vous lui donnez la parole, on coupe tout. Donc voilà, et je vais me donner un autre exemple. Il y a un média clermontois, j'ai perdu le nom, qui m'avait interrogé suite à la vidéo que j'avais fait sur Clermont. Tu sais que depuis qu'ils m'ont interrogé, ils ont été exclus de tout, ils n'ont plus d'accès, plus rien. Donc je sais pas, et ce que j'adore, c'est que la liberté de la presse, on entend, mais bon, visiblement, elle s'applique pas au football, quoi. J'ai envie de dire, dans ton livre, tu traites de la pédophilie et du chantage et de sujets comme ça. Normalement, ça devrait pas être radié, normalement, mais bon. On est d'accord. Question suivante. Est-ce que ton éditeur t'a suivi à 100% sur ce projet ou est-ce qu'il a eu des craintes en se disant là on va un peu trop loin sur certains thèmes? Non, parce que j'avais tous les éléments en main, donc non, j'ai eu une totale liberté. Toujours, autrement je le ferais pas. Et enfin, y a-t-il eu de nouveaux déboires de ce genre depuis la sortie de ton livre concernant la fédération en général ou... La Fédé va très mal, il y a une crise énorme en interne, des gens menacent de démissionner du COMEX. La crise de gouvernance est toujours très présente. J'en ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps, puis il y a toujours ce cirque des droits TV.
Et puis surtout, voilà, c'est ce que j'avais écrit en préambule. Je savais que Martigues et Ajaccio, ça allait faire chocolat. Bah, on a encore des clubs qui disparaissent, des emplois qui meurent et le contribuable qui va devoir payer la note ici et là. Je rappelle que Martigues, qui risque potentiellement d'être en départemental, qui sera décidé demain, la mairie a mis plus de 10 millions dans le club et la rénovation du stade sur les 5-6 dernières années, sans contrôle, sans rien. Voilà. Donc, si tu veux, c'est un désastre et j'ai peur que ça continue. Le seul truc que je peux te dire, c'est que cette année, j'ai beaucoup de doutes sur Aubagne. Et qu'il y a des choses, je pense qu'elles ne sont pas tellement légales à Aubagne. Notamment les fausses factures, hein. Ça c'est encore autre chose, mais ça passe encore à la DNCG. Encore. Bah, je vais te donner un exemple tout bête. Versailles-Aubagne l'année dernière, ça s'est joué à Chambly un samedi, je crois. Ah, t'en as parlé, je crois, il y a pas longtemps. Et Versailles pouvait pas, donc c'était en gros, Versailles, il y a eu des agréments, donc ils ont dit Aubagne, on prend en charge. T'as dit une fausse. Et Aubagne a fait une facture d'hôtel, mais ils ont pas dormi à l'hôtel, ils sont rentrés après. Ah, tu vois que j'ai su les vidéos. Tu vois, non, mais c'est honteux. Ah, c'est terrible. Donc, et tu sais qu'à la Fédé a été avertie en haut lieu de ce qui se passait réellement à Aubagne. J'attends de voir. Et moi, Aubagne, depuis la montée, j'avais dit qu'ils avaient une caisse noire. La caisse noire, elle est toujours là à Aubagne. Oh, et puis la question, c'est qui alimente réellement la caisse noire? Voilà. Donc, non, rien n'a changé. Affaire à suivre. Affaire à suivre, malheureusement. Ça n'empêche pas que les joueurs et le staff ont fait un super boulot l'année dernière. Alors, j'ai fini avec les questions sur ton livre. Et là, on va rentrer sur le thème un peu plus sympa. Dis-moi. Moi, je suis très porté manga, animé, jeux vidéo. Ah! Et j'ai pu voir, parce que bien sûr j'ai épluché tout ton Twitter avant de faire l'interview, j'ai pu voir que t'étais à fond sur Yu-Gi-Oh!